Mais alors, que s'est-il passé sur le cours de l'or? Bonjour Christian Parizeau. Bonjour. Vous êtes économiste et conseiller auprès de Aurel BGC. On a eu une grosse baisse mardi. Alors, on était habitué au record depuis le début de l'année, plus 60%. Et là, ça a bien baissé très fortement, la plus forte baisse depuis 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne question. Alors, c'est vrai qu'on a eu un mouvement assez violent. Alors, prise de bénéfices, on peut déjà peut-être avancer purement l'aspect un peu technique parce qu'on n'a pas véritablement un élément qui a pu déclencher ça. Alors, première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'or n'a pas de valeur fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir ça. Si j'ai une obligation, il y a le risque de non-remboursement du capital, les intérêts que je vais percevoir. On peut estimer la valeur d'une obligation, d'une action aussi. On voit la création de richesse que peut créer une entreprise. L'or, c'est pas le cas. Il n'y a pas de valeur fondamentale. Donc, l'or dépend en grande partie des flux. Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie d'acheter de l'or ou pas. Alors, c'est très complexe en ce moment, l'or, parce que l'or avait une logique très simple. Précédemment, c'était en gros, j'ai peur de l'inflation, j'ai un risque géopolitique, donc c'était un peu l'actif, un petit peu refuge. Pourquoi? Parce qu'il est en quantité limitée. Ça rejoint un peu le Bitcoin, c'est un peu l'idée qu'on n'en a pas la possibilité d'en créer de manière indéfinie, contrairement à des billets de banque, par exemple, où la Banque centrale peut en créer. Là, c'est un nombre limité. Et puis, c'est une convention, depuis le début de l'humanité. On considère que l'or a une valeur d'échange et on peut, avec ça, commercer. Donc, c'était l'idée un peu de cette valeur refuge. Bon, ça veut dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui va faire monter l'or. Ce qui va faire monter l'or, c'est que d'un seul coup, beaucoup de gens vont l'acheter et vont l'acheter en général pour des raisons de peur d'inflation ou alors des raisons de risque géopolitique. Ça, c'était relativement simple jusqu'à présent, ce qui faisait que l'or montait en situation de crise. On ne pouvait pas voir, par exemple, la bourse atteindre des plus hauts historiques alors que l'or montait, parce qu'en général, c'était plutôt un signal de peur. Là, ça a un petit peu changé au cours de ces dernières années, parce qu'on a eu des acteurs nouveaux qui sont venus, les banques centrales notamment, tout ce qu'on appelle le phénomène de dédollarisation. Alors, c'est très lent, c'est pas brutal, mais c'est le fait que des banques centrales veulent moins détenir de dollars, parce qu'on sait qu'il y a un risque à détenir des dollars. On l'a vu avec la Russie, quand on a saisi les réserves de change de la Russie. Bon, là, il y a des banques centrales qui veulent réduire ce risque-là. Mais moi j'ai une question par rapport à ça, c'est que oui, les banques centrales, on a souvent dit que c'était ça qui nourrissait la hausse, et ce sont elles qui ont acheté, mais est-ce que ces banques centrales, elles font des arbitrages et elles prennent aussi leurs bénéfices quand c'est monté à des plus hauts? Non, justement, c'est là. C'est pas elles. Donc c'est un flux continu, et ça c'est un élément important qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça qu'on parle de trend haussier, et c'est pour ça que là je commence sur l'aspect purement structurel. C'est vrai que les banques centrales, elles sont pas là pour vendre et acheter, au contraire, la Banque centrale de Chine, elle continue d'acheter, alors peut-être elle peut ralentir son programme d'achat si elle trouve que les cours de l'or vont trop vite, et donc ça lui coûte trop cher, mais elle va pas revendre son stock d'or, puisque donc ce sont pas elles qui sont donc c'est pas elles qui sont à l'origine de ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même une demande qui est là, qui achète. Après, il y a la partie saisonnière. On a parlé que l'or a commencé à baisser pile poil au moment où c'était la fin de la saison des achats de l'Inde, notamment parce que pour des fêtes, durant des fêtes, on a l'Inde qui achète, donc on finissait cette période, mais c'est saisonnier, donc c'était pas non plus quelque chose d'assez étonnant. Donc on tombe sur des choses beaucoup moins structurel, beaucoup plus court terme. Qu'est-ce qui aurait pu faire bouger l'or? Alors, l'or bouge maintenant par rapport à un élément, souvent, c'est quelle est la rémunération si je détiens de la dette américaine. Pourquoi? Parce que l'or me rapporte rien. Quand je détiens de l'or, je vais pas recevoir des intérêts, je vais pas recevoir des dividendes, donc l'or ne rapporte rien, donc c'est un coût d'opportunité. Donc, soit j'ai vraiment confiance dans l'État américain, et je dis, bon, j'ai un choix entre soit tout mettre dans des obligations américaines, voire des obligations indexées sur l'inflation, généralement ce qu'on appelle les TIPS. On regarde souvent ça, cette relation or à obligation indexée sur l'inflation, parce qu'on se dit, soit je prête à l'État américain avec une indexation sur l'inflation pour pas prendre de risque sur l'inflation, et dans ce cas-là, j'ai une rémunération, soit je place en or. Et donc, plus les taux d'intérêt baissent, normalement, plus l'or devrait monter, ou en tout cas, le coût d'opportunité de détenir l'or revient moins cher. Et là, est-ce qu'il y a eu un changement? Non. La réponse est non. Une grosse poussée la réponse non, parce qu'on attend toujours une baisse des taux de la Banque centrale américaine. On a des taux américains qui sont au plus bas, donc c'est pas lié à ça. Donc dernière chose, est-ce qu'il y a eu à un moment donné le fait qu'on a un retour de la confiance, un appétit pour le risque? Est-ce qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine? Est-ce qu'il n'y a plus d'incertitude au Proche-Orient? Est-ce que finalement on n'a pas peur que la bourse américaine soit chère? Est-ce qu'on parle plus de bulles sur les actifs autour de l'intelligence artificielle? Au contraire. Voilà.
Voilà, donc on n'a pas cet élément-là. Donc tout ça fait que oui, ça pourrait baisser. Alors après, il peut y avoir aussi un petit élément technique, le dollar. Le dollar ne baisse plus. Et c'est vrai que quand le dollar baisse, étant donné que l'or est coté en dollars, ça remonte le pouvoir d'achat des gens qui ne sont pas en dollars. Et donc c'est aussi un élément de hausse. Bon, c'est vrai que le dollar ne baisse plus, a tendance à monter. Mais est-ce que ça justifiait 5% de baisse de l'or? On voit que c'est pas forcément le plus crédible. Donc, réponse par rapport à tout ça, je sais que j'ai été long. La réponse, c'est que c'est plutôt une correction assez technique, c'est-à-dire qu'il y a eu des prises de bénéfices qui ont été fortes. On est quand même encore sur 55% de hausse depuis le début de l'année. On a certes 5%, ça c'est violent, mais la hausse était violente aussi. Donc il y a eu un phénomène très clairement d'achat, d'amplification des achats, et tout le monde s'est positionné. Il y a eu des prises de bénéfices. Donc moi, je suis pas très inquiet. Je pense qu'on reste encore sur l'or qui a un trend haussier sur le long terme. Alors par contre, il y a aussi un autre élément qui va jouer aussi sur le long terme, je pense. De plus en plus d'investisseurs quand même désirent détenir de l'or pour diversifier leur portefeuille. Et ça aussi, ça va être un élément qui va soutenir l'or dans le temps. Donc ça ne veut pas dire que l'or n'est pas volatile, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des forces de rappel assez violentes. Il peut avoir plus de volatilité mais aujourd'hui, voilà. Pourquoi? Parce que juste avant, on achetait l'or que s'il y avait peur de l'inflation ou s'il y avait un risque politique. Là, je viens d'énoncer toutes les choses qui jouent. Donc on n'est plus sur une seule manière. Alors c'est vrai que si M. Powell, la semaine prochaine, baisse pas ses taux et nous dit je vais même les remonter, vous allez voir l'or baisser à ce moment-là très violemment. Donc il y a plein de variables maintenant. On n'est plus sur une chose. On était sur un actif simple à jouer. C'était un actif refuge. Vous aviez le Covid, vous aviez le peur qu'on fasse marcher la planche à billets et que demain on crée beaucoup de dollars. Vous achetiez de l'or. C'était relativement simple. Maintenant, il y a multifacettes. Mais il y a des facettes de moyen terme structurelles qui persistent, qui font le trend haussier. Et puis derrière, on va bouger autour de ce trend haussier qui sera en fonction des arbitrages. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur une tendance très clairement à la hausse de l'or. Une volonté de diversification des portefeuilles. Ça y est, maintenant, on voit de plus en plus des gérants américains qui commencent à dire il faut mettre une partie de nos portefeuilles en or. Alors, pas tout. On va jamais remplacer le T-bonds par de l'or. Donc, on ne mettra jamais des obligations d'État. On va jamais supprimer les obligations d'État. Mais il y a quand même la perception qu'il y a un risque souverain. Parce que c'est vrai que c'était marginal avant dans les portefeuilles. Là, ça va augmenter. On va peut-être passer une part de détention à 2 chiffres, peut-être à 10%, hauteur de 10%. Oui, moi, je pense qu'il y a 2 choses qui commencent à ancrer dans la tête des investisseurs. C'est qu'il y a un risque souverain. Et pas que la France, hélas. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'administration en ce moment et que tout est fermé et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un budget. C'est à la mode en ce moment de ne pas se mettre d'accord sur les budgets. Il n'y a pas qu'en France. Donc il y a un problème budgétaire aux États-Unis, il y a un problème budgétaire en Espagne, un peu aux Pays-Bas. On voit qu'il y a quand même pas mal de pays aujourd'hui où on a ce risque budgétaire. Et puis en plus, regardez les dernières déclarations du FMI, de l'ONU, tout ça. Tout le monde parle d'endettement excessif des États. C'est quelque chose qui rentre. Alors, encore une fois, quand vous pourrez jamais substituer toute la dette des États dans de l'or. Mais ça veut dire on avait 0% d'or dans votre portefeuille, vous allez peut-être le monter à 5%. Rien que ce mouvement-là crée un mouvement d'achat structurel. Donc, je pense que cette baisse de l'or est plutôt un signal acheteur pour beaucoup de gens qui vont... Et les objectifs que vous voyez alors à moyen terme? Parce qu'on avait du 6 000, on avait du 5 5 500 selon les banques, mais vous êtes plutôt... Alors je reprends mon petit 1, il n'y a pas de valeur fondamentale de l'or. Le problème, c'est que c'est comme le Bitcoin, il n'y a pas de valeur. Quel est le bon niveau du Bitcoin? Quel est le bon niveau de l'or? C'est impossible de le dire parce qu'une entreprise, je pourrais vous dire, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens par rapport à l'activité réelle de l'entreprise. En combien de temps, quand vous achetez une action, en combien d'années de profit vous amortissez l'achat de votre action? Bon, là, ça a une logique, c'est ce qu'on appelle le PER, et on sait estimer la valeur. Mais de l'or, quelle est la valeur de l'or? Ça n'en a aucun. Alors en plus, économiquement, moi en tant qu'économiste, c'est pas un bon actif pour moi parce que ça va pas créer de richesse. Quand vous achetez du capital d'une entreprise, vous participez à la création de valeur, vous abaissez le coût du capital en faisant monter le cours de l'action et donc finalement vous stimulez l'investissement. Quand vous achetez une obligation, l'obligation en général vous empruntez de l'argent pour en faire quelque chose, sauf les États. Mais en gros, vous empruntez de l'argent pour créer de la richesse. Donc c'est pas le cas pour l'or. L'or, c'est vraiment un actif qui n'apporte rien, qui rapporte rien, qui est juste sur une logique de flux. Donc, finalement, je vous dirais, il n'y a pas de prix.
Il n'y a pas de prix, ça sera juste une question d'équilibre offre-demande. Alors l'offre est très contrainte, elle augmente un petit peu, mais on voit que extraire de l'or, ça coûte de plus en plus cher et que c'est pas forcément ça qui va le plus bouger. Donc comme vous avez une offre finie qui peut pas accroître rapidement, les à-coups sur les prix de l'or, c'est la demande. Et donc si vous voulez réfléchir, est-ce que j'investis sur l'or, vous raisonnez sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on demande de l'or. Et s'il y a une croyance ou s'il y a une volonté des investisseurs d'augmenter la part de l'or dans leur portefeuille, même de quelques pourcents, c'est suffisant pour aller encore plus haut, toujours plus haut. Il n'y a pas de limite. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des forces de rappel. Il y a peut-être de l'analyse technique qui vont faire que certains vont vous dire c'est suracheté, on va trop vite, on surchauffe. Donc, il y aura à ce moment-là, dans ces phases de surchauffe, des forces de rappel. Mais il n'y a pas de valeur fondamentale, encore une fois. Et vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui qu'il y a une valeur. Alors, pourquoi on s'arrête au compte-rond ? Pourquoi à 4 000 $, on en a tous parlé, et à 3 999, on n'en parlait pas? Bon, ça, c'est purement des phénomènes psychologiques. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est dans un actif psychologique. Alors, c'est vrai que ça casse un peu l'image d'actif refuge. Parce qu'un actif Mais justement, est-ce qu'il est en train de se bitcoiniser, en fait, l'or, avec des variations un peu plus importantes, peut-être liées parfois à l'actualité un peu plus chaude? Alors, oui et non, parce que le bitcoin, on a un petit problème que j'ai, moi, quand je le mets dans les allocations d'actifs, c'est que les corrélations ne sont pas stables. C'est-à-dire que le Bitcoin, il peut bouger sur plein de choses. À un moment donné, le Bitcoin était très corrélé au Nasdaq. Maintenant, il ne l'est plus. Donc, on voit que c'est un actif qui est très difficile à analyser et très difficile à mettre dans un portefeuille. L'or, l'avantage, c'est que je dirais que jusqu'à il y a encore quelques années, c'était très corrélé finalement aux anticipations d'inflation. Et ça, on avait une bonne liaison entre les marchés obligataires et l'or. Bon, là, c'est un peu moins le cas. Donc, il est un peu plus difficile à mettre dans les allocations d'actifs parce qu'on voit qu'il y a plus de variables qui rentrent en compte que par le passé. Quand vous avez une logique très simple, moi, je vous fais ma projection économique, je vous dis que l'inflation repart, achetez de l'or. C'était assez logique. À l'inverse, s'il y avait un risque de désinflation ou de déflation, je vous disais, c'est pas un actif. Donc maintenant, c'est plus complexe. Donc, je dirais que oui, l'or va être beaucoup plus volatile, beaucoup plus complexe à rentrer parce que les corrélations, il y a plus de choses qui rentrent en compte. Mais il y a quand même des éléments qui sont encore maintenant significatifs. Les achats d'or par les banques centrales, les volontés de diversification de portefeuille, la confiance qu'on a dans les États souverains, le risque géopolitique, tout ça, ça reste encore assez corrélé à l'or. Alors que le Bitcoin, ça peut changer du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on peut avoir des thématiques qui peuvent changer. C'est beaucoup plus volatile le Bitcoin. Donc oui, alors après, est-ce que c'est un actif refuge? Je dirais non. Ça devient de plus en plus un actif financier. Peut-être plus du tout ce caractère refuge. Le seul actif aujourd'hui qui est décorrélé à tout et qui vous protège de tout, c'est finalement le billet de banque que vous mettez sous votre matelas. Ça va devenir ça. Et encore, certains vont vous dire, oui, mais avec les banques centrales qui veulent nous démonétiser, c'est pas gagné, mais en tout cas, voilà, quand vous êtes en euros et que vous avez un billet de banque en euros, vous avez un certain pouvoir d'achat en euros. Et donc, c'est peut-être le seul actif qui est décorrélé à tout. Mais l'or, maintenant, devient quand même un actif qui sera sûrement beaucoup plus volatile que par le passé. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Bon, on en sait plus sur l'or. Merci beaucoup à Christian Parizeau, économiste et conseiller auprès de Aurel BGC. Merci pour tout.